Ah. Bienvenue à Star Wars en direct, à la voix, et la voix avec un E, car telle est la voix du fandom Star Wars depuis plus de 25 ans. C'est John aujourd'hui pour un épisode littérature consacré à la critique du comics Les Contes Cauchemardesques, sorti récemment chez Panini en français. Et pour m'accompagner, je ne serai évidemment pas seul, l'inénarrable Francis de Québec est parmi nous. Salut Francis, comment vas-tu? Francis. Salut Jean, ça va toi? Ah mais ça va super, écoute, je suis très content de te retrouver pour cette critique-là, spécialement pour cette critique-là. Un peu chaud, Mhm. je t'avouerai, de notre côté du Canada, je ne sais pas si chez vous aussi, On est dans comment les ça. normales, là, du 20-21 degrés. Là. Ouais, c'est ça, c'est ça. Pour nous, c'est trop, nous, on préfère le froid ici. C'est pour ça qu'on a immigré ici. Ah non, non, dans 2 semaines, ça va être, ça va être 30, C'est ça, 35. c'est ça. En tout cas, très, très content de te retrouver donc pour ce tome, un peu spécial, vous allez voir, ce soir. Avant de rentrer dans le vif du sujet, un petit mot gentil pour notre partenaire préféré Star Wars Littérature Québec. Donc c'est un autre groupe de fans de Star Wars, comme son nom l'indique, québécois, hein, et comme son nom l'indique aussi, spécialisé dans la littérature Star Wars plutôt. Ils parlent du canon comme du Legends, de comics comme de romans. Ils sont sur plusieurs réseaux sociaux, donc il y a du Facebook, il y a de l'Instagram, il y a des plateformes d'écoute de podcasts en tout genre, comme je sais qu'il y a Apple Podcasts, Deezer, Spotify bien sûr, et ils ont même une chaîne YouTube. Dernièrement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait une critique d'une fanfiction qui s'appelle Vendetta, écrite par Loïc Boreda, qui est donc un auteur, un auteur de fanfiction français, si je ne dis pas de bêtises, Oui, qui a même rejoint l'équipe Toulousain. aussi. Toulousain, voilà ça, ouais, du sud-ouest, du bon vieux sud-ouest français, ça fait plaisir. Et ouais, je crois qu'il a rejoint l'équipe de Star Wars Littérature Québec en plus. Mhm. C'est très cool. Ils font aussi leurs critiques, leur review habituel de l'autre République. Là, ils sont en milieu de vague. Non, j'aurais pu dire la vague. En milieu de phase 1, c'est sûr, peut-être la vague 2, vague 2, Ouais, vague ouais. 3. Là. Il arrive à la vague 3, mais je pense que le plus récent publié, c'est. Parce qu'il y a un bon délai de leur côté, hein, entre l'enregistrement et la Oui. publication, là, ils font les choses d'avance. Je crois que le plus récent, c'est sur l'audiodrama de la phase 1, là, sur l'Ournadi, c'était Maître Tempête. Ah, effectivement. Hein? Complètement. Ouais, c'est ça. Ouais. Oui, c'est ça, c'est en fin de vague 2, donc ils vont entamer bientôt la vague 3. Et ils font aussi des interviews, justement. On a eu le bonheur et le privilège d'être interviewés, toi et moi, Francis. Et là, la dernière, ce n'est autre que Aude, notre collaboratrice et amie Aude de Star Wars en direct, qui a eu droit aussi à une petite interview bien sympathique, ma foi. Donc, allez écouter tout ça sur Star Wars Literature Québec. C'est dur à dire, mais c'est très, 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 très bon à écouter. Avant de discuter du C'est sujet du comme jour, le titre de l'album d'aujourd'hui, les contes c'est ça. cauchemardesques. En fait, c'est pas si pire à dire, à écrire dans le moteur de recherche ou quoi. Là, C'est c'est... ça. C'est ça. Ouais. Faut bien articuler, bien prononcer. Donc, avant ça, un petit WhatsApp, Francis, qu'as-tu fait de Star Warsien récemment? Relativement tranquille, en fait. J'ai complété des trucs. Bref, je viens de me lancer dans la relecture en français, vu que je l'avais pris en anglais à l'époque c'est Comme des frères en français. Ah oui. Donc, Brotherhood en anglais. Donc, Mhm. sur Anakin et Obi-Wan au tout début de la guerre des clones. Là, vraiment, là, on est au moment où Anakin vient d'être sacré chevalier. Donc, s'émanciper, si on peut dire, d'Obi-Wan. Mais ouais, c'est ça. Fait que What's Up Star Wars, ça se limite pas mal à ça. Et toujours aussi bon après la relecture Jusqu'à maintenant, oui, c'est très ouais. bien. En plus, c'est une période qui n'est pas si explorée, l'air de rien, Hmm. dans le canon, là, dans le sens où c'est le tout début de la guerre, alors que côté film, ben, c'est pas compliqué. Tu as la bataille de Geonosis qui finit l'épisode 2, puis la dernière bataille de la guerre qui commence l'épisode 3. Fait que tu n'as Hmm. pas de guerre des clones du tout dans les films. Puis dans la série télé, il me semble que le début, on l'a pas beaucoup. On a des petits épisodes ici et là, très anecdotiques, mais c'est ça, la mise en place de tout ça, il me semble qu'on l'a pas trop. Fait que bref, non, je trouve ça bien intéressant. Puis moi, pour rappel, ça se passe sur Cato Nemoidia, le monde capital là, des Némoïdiens.
Et j'ai toujours adoré le design de tu sais, c'est les fameuses villes en pont suspendues Mhm. entre des falaises, entre des pics Ouais, rocheux, là. ouais, c'est très Bref, stylé. tu sais, on l'entrevoit, mais vraiment très, très rapidement dans le film. C'est quand c'est Plo Koon, hein, qui est lors de l'Ordre 66, qui est dans son chasseur, puis c'est là qu'il meurt. Fait que bref, c'est ça, c'est des designs de cités puis tout ça que j'ai adoré. Fait que très, très curieux de relire ça, parce que ça fait quand même Mm. 3 ans au moins que c'est ça. Fait que c'est un peu flou dans mes souvenirs. C'était pas le top one de GF, notamment? Ouais, ouais, ben, je me souviens plus si c'était son numéro un, peut-être dans le canon, un truc comme ça. Je sais que de mémoire, par contre, en tout cas, ce qu'il avait vraiment beaucoup aimé, c'est l'ambiance des romans légendes un peu Ah là. oui. Donc, Mhm. c'est ça. Ouais. Effectivement. Puis côté légende, ben, je suis dans l'écoute de Revan en ce moment. Donc, Ah, excellent. c'est ça. De Drew, j'arrive jamais à dire le nom de famille, là, mais l'Albertain, là, Mhm. qui avait aussi fait la trilogie de Bane, là. Fait que bref, voilà. C'est ça, Drew, bah, comment, Kashyyyk, c'est pas Super. Kashyyyk, mais Je il y sais a pas. beaucoup de, il y a beaucoup de Y et de K. Ici, on dit que c'est pas un nom du lac Saint-Laurent. Donc, voilà. C'est ça. C'est un nom qui remporte triple au Scrabble, comme on dit, non. Euh, Ouais, ouais, tu fais beaucoup de points. Ouais. et, voilà. Et c'est, ouais, bah, je suis un peu trop sur ce bouquin-là, mais c'est Mike Chen qui a fait justement, notamment dernièrement, notre dernière critique roman en date, donc Outlaws. Mhm. Donc un auteur Star Wars qu'on aime bien, hein. Franchement, il a fait 2 romans, mais très bon à chaque fois. Ouais. Et c'est marrant que tu parles de Revan parce que ben, récemment, je me suis fait spoiler le jeu KOTOR, voilà. Donc ça fait des années que ce jeu est sorti. Et là, ben, j'écoutais un truc et puis un énorme spoil que je vais pas vous révéler ici sur Revan dans KOTOR, dans le premier jeu qui était sorti sur Xbox à l'époque et qui est ressorti sur Switch. Bref, j'étais un peu deg. Je m'y attendais trop pas. Et finalement, bon voilà, c'est fait, bon, c'est fait, c'est comme ça. Je t'en parlerai peut-être après l'émission si tu veux. Mais non, mais pour le WhatsApp, OK. alors bah, on va passer vite fait sur le fait qu'on est enfin allé voir avant-hier le film Mandalorian et Grogu en famille avec la petite et tout. On a beaucoup aimé. Plusieurs enfants étaient là aussi et tous les enfants. Ce que tu m'avais dit la dernière fois, c'est exactement la même chose que je pense de ce film-là. C'est que les enfants ont adoré et nous, ben, voir les enfants adorer comme ça, puis même malgré tout, je m'attendais tellement à rien qu'au final, j'étais agréablement surpris. Donc ça, c'était pas mal. Mhm. Mais je préférais parler quand même littérature dans un WhatsApp littérature. Non, là j'ai écouté mais, une pépite, Francis, mais une pépite. Ah ouais? Je connaissais pas du tout. Pareil, c'est des audiodramas, Legends, donc, d'à peu près 1 h 30, 2 heures chacun, donc ça te fait du ouais, 6 heures en tout, quoi, même pas. OK. Et qui sont des adaptations des 3 romans Legends. C'est pas vraiment des romans Legends, c'est des novellas. Donc, novellas en anglais, c'est plus long qu'une nouvelle, mais c'est plus court qu'un roman, c'est entre les deux, Mhm. quoi, tu vois. C'est un court roman, on va dire. Et il s'agit de la trilogie Dark Forces. Donc, c'est Ah oui, OK, des. ouais. Ouais, voilà, donc c'est des romans, enfin des novellas et des audiodramas sortis donc entre 97 et 98, donc avant l'épisode 1. Et ça Il y avait un adapte. jeu vidéo hein, de ça, c'est ça, c'était Exactement. attaché au jeu. Ouais. C'est Un attaché au jeu, shooter c'est à des. la Wolfenstein 3D un peu, Exactement. en moins Exactement, un vieux. FPS. Ouais. Donc, Dark Forces qui était FPS, et puis Jedi Knight qui était FPS et TPS et 2. Donc, ça adapte vraiment cette saga de jeux vidéo-là. Et donc, on a trois romans. Donc, c'est Soldier of the Empire, Rebel Agent et Jedi Knight. Et c'est des super titres parce que ben, on va suivre le héros Kyle Katarn, hein, qui est le héros de la saga de jeu, et qui, comme son nom l'indique, va passer de Soldier de l'Empire jusqu'à Rebel Agent, et pour passer Jedi Knight à la fin. Donc, il va évoluer comme ça. Donc, c'est pas un spoiler de dire que le personnage évolue comme ça, vu que ça, c'est ce qui se passe dans les jeux. Donc, moi, j'avais pas joué au Dark Forces. Là, j'ai envie de me lancer. Du coup, ça m'a donné envie de lancer le premier qui est ressorti sur Switch récemment, Ouais, qui c'est était ça, j'allais dire, ils PC l'ont à l'époque. remasterisé, je crois que c'est le Ouais, c'est bon ça. terme. Ouais. C'est ça, remasterisé. Moi, j'avais fait que les Jedi Knight 2 et 3 sur GameCube à l'époque, que j'avais refait sur Switch, qui sont excellents. Mais voilà, Jedi Knight 1, qui est censé Dark Force 2, tu vois, c'est un peu compliqué au niveau des. Il y a eu une transition au niveau des titres. C'est passé Dark Forces à Jedi Knight avec 2 Dark Forces et 3 Jedi Knight. Bref, OK. enfin, 2,5 avec Ouais, des moi extensions. j'avais pas joué au Dark Force, mais j'avais joué au Jedi Knight, ouais. Ouais, ouais, très très cool, hein. Mais ça m'a donné envie de me plonger dedans. Et très cool aussi, on retrouve effectivement donc Cal Katarn et également Jan Horst qui est là, la nana qui va le recruter en tant que rebelle Mm. agent et qui, voilà, il y a une romance, mais j'ai adoré la romance de ces audiodramas. Puis c'est l'audiodrama, donc c'est toujours très cool d'écouter ça, c'est ultra, ultra bien fait. Même à l'époque, et pour l'époque, franchement, ça n'a pas à rougir face aux audiodramas récents, c'est la même chose. C'est super, les acteurs sont super, du très très lourd. Voilà. Donc les audiodramas Dark Forces.
Voilà. Excellent. Écoute, avant d'aller plus loin aussi, je mentionnerais peut-être une publicité pour la conférence de Comic-Con de cette année. Donc, c'est maintenant officiel là, qu'on va être présent à Montréal au Comic-Con. Cette année, et on va être le samedi. Cette fois-ci, vous avez deux ou 3 ans, on était le dimanche. C'est quand même la dernière journée où il y a le moins de gens. Donc là, venez nous voir le samedi. Je crois qu'on n'est pas encore autorisé à donner l'horaire précis, là, tant qu'il n'est comme pas publié par l'organisation du Comic-Con. Mais bref, on va être là le samedi. Et ça donne le jour de la fête d'indépendance des États-Unis cette année, donc la fête nationale américaine le 4 juillet. Donc voilà, Okay. on va être à Montréal le 4 juillet. Donc venez discuter avec nous de le thème cette année. Ben, dans le fond, c'est là aussi, peut-être que j'avais pas le droit de le dire, mais c'est pas grave. C'est la nouvelle ère de Star Wars à l'ère de Filoni. Hein? Donc maintenant, c'est lui le patron. Donc, qu'est-ce qu'on voit et à quoi s'attendre, etc. Donc, on veut faire participer le public plus longtemps qu'à notre habitude. Il faut dire que c'est des conférences assez courtes. On est limité à 45 minutes. Ah oui, donc, c'est pas facile fait que c'est ça. Fait qu'on va essayer de réserver à peu près la moitié pour le public là, pour entendre ce que vous avez à dire là-dessus. Fait que voilà, venez en grand nombre, c'est toujours une activité très, très le fun de venir à votre rencontre, là, de serrer les mains puis de jaser avec les gens face à face. Ah, c'est cool, ça. C'est cool. Ben, nous, on attend, comme on ne pourra pas s'y rendre, une rediff podcast un petit peu après. Mais t'inquiète pas pour les spoilers de cette conférence, vu qu'on va diffuser un petit peu plus tard. Donc, ouais, c'est ce que je me dis. Ça va faire. Sinon, en émission récente, Francis, qu'avons-nous à proposer à nos auditeurs? Ouais, ben écoute, on va rester dans la littérature. L'émission la plus récente, c'est sur Jedi Knight, donc le 2e volume. 2 de 2, il faut préciser. Là, c'est ça, c'était une mini-série en 10 numéros, donc en 2 albums. Et avant ça, ben écoute, on avait les 2 équipes, la québécoise et la française, qui avaient fait leur analyse chacun de leur côté du film, Mandalorian et Grogu. Et si on remonte plus loin, ben, c'était la conférence, autre événement, autre conférence, cette fois en France de QC, de Génération Star Wars et Science-Fiction. Donc, c'était avant le film. Et là, ils se demandaient est-ce que ça va être un succès ou un échec et qu'est-ce qui est le mieux aussi pour l'avenir qu'est-ce qu'on espère le plus pour les nouvelles orientations de Star Wars. Fait que voilà, très intéressant. Très intéressant. Et maintenant, on peut dire que le film est un échec, malheureusement. Non, écoute, on pourrait organiser une émission là-dessus, Jean, mais ça se débat quand même très bien, en ce sens qu'il rentre amplement dans son budget, même, qui fait une bonne marge de profit parce qu'il a coûté beaucoup moins cher qu'un film Star Wars habituel. Et que d'un point de vue Disney, ils font énormément plus de profit là avec un film que s'ils avaient fait ça mettons en saison 4 de la série télé sur Disney+. Parce qu'à quel point les gens se seraient abonnés en masse pour voir une saison 4 d'une série qui roule depuis tant d'années. Fait que bref, il y a cette histoire-là d'échecs là, au box-office, tout ça. Mais évidemment, les gens souvent se comparent au réveil de la force, là, ou les chiffres records des années, fin des années 2010. C'est ça. Donc, c'est ça. Moi, je suis vraiment pas prêt à dire que c'est un échec du tout. Mais écoute, ça serait intéressant, je trouve, aussi comme sujet de débat, analyse. Ouais. Comme débat, ouais, comme émission de débat, effectivement. Ok, ben voilà, on a fait notre petite intro. Est-ce qu'on est prêt à passer en hyperespace pour parler de contes cauchemardesques? Yep. Let's go. Oh crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark. All right, stand by. Alors, de retour d'hyperespace pour un petit peu de... Là, je vais vous raconter un petit peu l'histoire éditoriale de ce tome un petit peu particulier. Ça va être très court, vous inquiétez pas. Avant d'attaquer les specs et puis donner notre avis un petit peu sans spoiler, avant de passer en partie spoiler ensuite. Donc, les contes cauchemardesques, c'est l'équivalent VO en fait du tome qui s'appelle Galactic Tales of Terror et qui, donc en VO, sortira pour Halloween de cette année, donc en 2026. Et donc, encore une fois, vous avez plusieurs tomes quand même, que l'AVF est donc plus rapide que la VO, techniquement, même si, là, une petite précision, les 3 récits
Donc vous verrez, il y a 3 récits différents, présents dans ce tome-là. C'est un tome de compilation, voilà. Ces 3 récits ont été publiés en VO, de manière individuelle, en fait. Donc tu as 3 Ouais, petits tomes qui ouais. sont sortis en VO, qui vont être rassemblés en compilation qu'on a là en VF directement. Donc au Mhm. final, pourquoi pas? Et Ben, donc écoute, je te couperais pour féliciter de Panini de ne pas avoir fait ça. Parce que, par exemple, celui de Death Star est un peu plus volumineux, mais les 2 autres, ça aurait été des albums extrêmement minces, là. Ça aurait été en album rigide, ça aurait été les albums rigides les plus minces de toute la collection Star Wars de Ah oui. Panini. Ah oui, Donc, effectivement. puis tu sais, plus il est mince, plus il nous coûte cher de la page. Ouais. Donc, merci Panini de les avoir regroupés. Oui! C'est déjà ça comme économie. C'est rigolo parce que je remercie également Panini à ce moment-là, en lui disant que c'était une très bonne idée de sortir en direct ce tome, compilant les 3 histoires et pas les avoir fait séparément, comme tu l'as dit. Parce qu'effectivement, le premier récit fait une quarantaine de pages, une cinquantaine de pages. Deuxième en fait un peu plus, tu disais, donc près de 90, je dirais. Et le Ouais. troisième, pareil, vers 80, 90. Bref, donc par ordre de sortie, nous avons eu donc Tales from the Rancor Pit, donc les contes du pit de Rancor, sorti en 2022 en VO. Les Tales from the Death Star, donc de l'étoile noire, sorti en 2023, et Tales from the Nightlands, Tales des... Ouh, j'ai pas la traduction là, des contes de la nuit, des... C'était Nightlands. j'avais vu un titre français passer, Ouais, mais assez, je ouais. m'en reviens pas. Ouais. Bon, bref, en tout Les cas, Terres désolées, un truc comme ça. ouais, quelque chose comme ça, effectivement, bien vu. Bien vu, qui est sorti le plus récemment, donc entre 2025 et 2026, tous publiés par Dark Horse, donc à chacune des années précitées, autour de la saison d'Halloween, justement, pour fêter ça. Mais on le rappelle, voilà, les comics jeunesse ont dû faire une transition. À l'époque du rachat par Disney, tu avais les comics adultes qui revenaient à Marvel, après de longues années chez Dark Horse. Mais les comics jeunesse, par exemple, sont arrivés chez IDW. Et en 2022, IDW a abandonné la licence et c'est Dark Horse qui a repris la publication des comics Star Wars jeunesse. Donc. Et à savoir que ce concept de comics, c'est des comics jeunesse, horreur / spooky, tu vois, c'est Ouais. un petit peu peur. C'est ce qui se faisait en fait chez IDW dans la continuité de ce que faisait Cavan Scott, qui est le même auteur aussi, dans les fameux contes des châteaux de Vador, ou les fameux Ouais, récits c'est sur ça. le château de Vador. Voilà. Là aussi, amenons une précision aux gens, histoire que les gens, parce que souvent les gens ont beaucoup de mal à suivre qu'est-ce qui est dans quoi en VF. Donc effectivement, c'était en anglais, c'est déjà moins compliqué, dans le sens que c'était les contes des châteaux de Vador pendant plusieurs années chez IDW, et c'était publié en français chez Delcourt pendant les premières années. Ce qui était publié chez IDW, c'était pas chez Panini, c'était chez Delcourt. Donc on voit les 2 albums ici. On en avait fait un Star Wars en direct jeunesse à l'époque avec mon fils Louis. Donc, Panini a rattrapé le coup et a ajouté les autres qui avaient suivi par après. Et du côté de Panini, au lieu d'être les contes du château de Vador, c'est devenu les contes de la forteresse Vador. Okay? Ah oui, d'accord. C'est vraiment, ça contient les 2 albums que je montrais précédemment, mais avec des années supplémentaires. Tu sais, ça, c'était les numéros d'une année, etc. Fait que c'est ça, c'est un album assez coûteux, mais très volumineux. Donc, fait qu'on vous invite à le prendre aussi. C'est vraiment, il faut le voir comme une continuité dans la mesure que c'est des maisons d'édition différentes, mais comme tu as dit, c'est le même auteur, c'est le même concept. Ouais. Donc, si vous appréciez une année, ben, c'est ça. Bloquez-vous pas au titre. Là. Oui. Eh bien, tu fais bien de montrer tout ça, justement, parce que les récits de la forteresse Vador, du coup, on avait 3 récits. Donc, tu avais Tales from the Vador's Castle, tout premier, qui était en fait, à la base, c'était plus comme un spin-off de la série Star Wars Les Aventures, qui sortait à l'époque sur ADW. Ouais. Ça a commencé comme ça, et puis finalement, ça a bien pris. Et du coup, chaque année, Cavan Scott a refait des récits. Et donc, on a eu ensuite, c'était quoi, Return to Vador's Castle, on a eu Ghost of Vador's Castle, et un petit one-shot qui s'appelle Shadow of Vador's Castle. Et ça, voilà, les 4 histoires ont été compilées dans ce tome-là, en VF, Forteresse Vador. Voilà. Et vous, c'est ça, avec Louis, donc ton petit, vous en aviez parlé, j'ai pas le numéro du Star Wars, mais voilà, c'était un Star Wars en direct jeunesse, comme tu dis. Voilà, le 21 octobre 2021. Si vous voulez l'écouter, c'est super sympa d'avoir vraiment la cible. Donc le fils de Francis discutait des 2 premiers, donc c'était sûrement les Tales from Vador's Castle et le second qui était le Return. En français, on n'a pas les sous-titres, ils ont juste numéroté ça 1 et 2. Ah, d'accord. Mais ouais, c'était les 2 premières années. Voilà un petit peu pour la petite histoire, mais concernant les contes cauchemardesques. Donc ça, c'est un tome sorti chez Panini donc le 24 juin 2026.
Alors là, on a une info de 240 pages, donc à vérifier quand même, parce que bon, les infos sur le site de Panini, c'est pas toujours très fiable, comme vous le savez. Donc 240 pages, mais c'est peut-être un peu beaucoup quand même, parce qu'on dit que c'est du 90, 90 et 40, Mhm. mais bon, on verra. Donc, mais quand même, du contenu. Il y a du contenu pour le prix qui est d'une vingtaine, entre 20 et 25 euros. Là, encore une fois, les sources changent. Donc, c'est quand même un bon prix, je trouve, pour le contenu. Et la chronologie in universe, alors là, les variables, je ne vais pas rentrer dans le détail, parce qu'en fonction des récits, on Ouais, passe de c'est la ça. prélogie à la C'est trilogie originale, très varié. à la postlogie. On remonte même, vous verrez, jusqu'à l'autre République, un petit Ouais, moment. c'est ça. Voilà. L'auteur, c'est Cavan Scott, on l'a dit, le grand Cavan Scott, moi j'ai envie de dire, parce que c'est l'auteur le plus prolifique du canon, on peut dire. Il a touché absolument à tout, jusqu'à même des audiodramas, même des scénarios de séries télé avec la Young Jedi Adventure, tout ça. Il a tout fait, sauf du manga. C'est marrant, c'est qu'il n'a encore jamais fait de manga, bizarrement. Et moi j'avais envie de te dire, au lieu de lister tout ce qu'il a fait, de tout ce qu'il a fait dans le canon Star Wars, pour l'instant, qu'est-ce que tu mettrais toi en top, top 2, top 3, tes récits de Cavan Scott préférés Ouais, faut que tu me prépares à l'avance là, quand tu as des questions Surprise. comme ça, genre, non, dur à dire hein, parce que c'est très varié tout ce qu'il a fait. Il y a fameux audio drama Dooku Jedi Lost ou Jedi Égaré, là, la version qui sort en français cet automne, qui pour moi est dans les tops. Du côté de la Haute République, il a fait du très très bon là, de Rising Storm, le deuxième roman adulte là, de la Haute République. En français, c'était L'Orage gronde. L'orage gronde, exactement. Très, très bon. En comics, il y en a énormément fait. C'est lui qui était aux commandes de la série adulte, entre guillemets, là, du côté de chez Marvel pour la Haute République. Donc là aussi, ça avait été un petit peu en montagne russe, mais il y avait du très, très bon au travers de tout ça. Fait que j'ai pas de choix numéro un, sinon que l'audiodrama, le script de l'audiodrama Dooku Jedi. Moi, j'avais traduit en Jedi perdu. Pocket a fait le choix de Jedi égaré. Donc, ça sort cet automne en français. Sautez là-dessus. Oui. Arrêtez-vous pas au fait que c'est un script. C'est vraiment, vous vous habituez. En quelques pages, vous êtes déjà habitué. Ça se lit beaucoup plus vite qu'un roman. Donc, ça peut avoir l'air volumineux aussi en nombre de pages, mais c'est parce qu'à chaque ligne, tu as le nom du personnage qui parle. Donc, c'est ça. Dooku, puis là, son texte. Donc, des trucs d'ambiance aussi, des fois, ça vous dit, OK, il y a tel son dans l'air, on est sur dans tel lieu. Fait que je vous dis, si ce n'est pas encore fait, découvrez Dooku Jedi égaré cet automne. Moi j'irais avec un autre Dharma, donc les deux Tempestes, Runner et Breaker, là, qu'il avait fait aussi, c'est excellent, excellent. Ouais. Et puis son Pass of Vengeance de la phase 2 était très très bon aussi. Et récemment, là, justement, il a fait un petit audible exclusive là, qui s'appelle Terror of Mustafar, qu'on a lu tous les deux, qu'on a écouté tous les deux, qui est aussi très sympa et dans la lignée justement de tout ce qui est le château de Vador et ce soir-là, des contes cauchemardesques. Donc très très cool ça aussi. Ouais, c'était bien. Je me souviens plus exactement la note que j'ai mis, mais on était quand même peut-être autour du 15 ou un truc comme ça. C'était pas mauvais, mais c'était pas le meilleur de ces petits Audible exclusives là, qui sortent depuis 2 ans environ. Là. Le meilleur, de mon point de vue, reste celui sur Anakin là, qui fait des courses de pod. Là. Mais tu vois, je mettrais le Mustafar en premier, tu vois. Ah ouais? ouais, même s'il était très bien, le Anakin aussi, mais ouais. Bref. Et donc, pour ce récit-là, des contes cauchemardesques, Scott propose 3 narrations différentes. Vous le verrez dans le Rancor Pit, ce sont 3 petites histoires racontées donc, par un personnage à Jabba dans une 4e histoire principale, comme on va dire. Dans Death Star, c'est un peu la même chose, sauf qu'on a 5 histoires, donc tu as la même structure, tu as une histoire principale, puis 4 autres qui vont être racontées. En VO, on fait ça, les histoires principales, on appelle ça les frame story, voilà, ça s'appelle comme ça. Donc ça, c'est l'histoire principale qui donne lieu ensuite aux petites histoires racontées par un personnage in-universe, donc voilà, frame story, donc pour l'histoire principale. Et pour les Nightlands, ça c'est un peu différent, donc c'était 3 numéros, c'est contrairement aux 2 autres récits qui étaient sortis d'un coup, en mode graphic novel, roman graphique, comme on aime dire. Là, les Nightlands sont sortis en mode régulier avec 3 numéros seulement, mais mois par mois, qui forment une histoire complète, mais là, étalée dans le temps avec un numéro prélogie, un autre trilogie originale et une autre postlogie, avec un personnage qui revient, donc un fil rouge, on va dire, qui revient d'une histoire à l'autre. Donc c'est un peu différent, là, les structures, et c'est très très cool que Scott propose ce genre de narration. Ça marche très bien, en tout cas, avec Scott. Le gars, c'est le GOAT en même temps. Les dessinateurs, on en a une pléthore. Parce que sur 3 récits plus plein de petites histoires à l'intérieur, pour chaque histoire, ça sera un style différent. J'en ai noté quand même quelques-uns, voilà, par exemple, des noms qui reviennent souvent,
Dans le premier, dans le Rancor Pit, celui qui fait la frame story, justement, l'histoire principale, c'est Nick Bokenshire. Et lui, il était très souvent vu dans les Star Wars Adventure de IDW, les Vader's Castle aussi de IDW, et puis dans les Hyperspace Stories qui sont sortis chez Dark Horse, qui sont un petit peu la continuité des Star Wars Adventure, et même dans les comics La Haute République, les Aventures. Enfin, il est resté toujours dans la jeunesse, en tout cas, Brokenshire, c'est rigolo. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? On a du Andy Duggan, alors lui aussi qu'on a vu dans du Hyperspace Stories, du Haute République, les Aventures, et même sur le fameux tome qui adapte un petit peu la série Young Jedi Adventure, un tome un peu spécial, donc encore une fois que du jeunesse. Duggan. On a du Juan Samu qui lui avait fait vite fait la Haute République des Aventures, du Echoes of Fear. Raphaël Pérez, lui qui est tout nouveau dans Star Wars. Sur le Death Star, on retrouve Juan Samu. Là, on est accompagné de Sue Lee. Sue Lee, on s'en rappelle parce qu'elle faisait partie du panel Marvel, Dark Horse, la comics Star Wars, dans une San Diego Comic Con l'année dernière, il y a 2 ans, je ne me rappelle plus. Mais elle était présente avec les grands auteurs, et tu disais, putain, qu'est-ce qu'elle fait là? Et oui, effectivement, c'est une dessinatrice de ces genres de petits récits-là. Donc, elle a fait la frame story dans Nightlands, et aussi une histoire dans Death Star. On a Eric Powell qui n'a rien fait dans le canon, mais qui avait fait du Legends. On a le fameux Vincenzo Riccardi, et ça, on vous en montrera, parce qu'on s'en rappelle de lui avec ses pages ultra psychédéliques, là, je ne sais pas si vous vous rappelez dans Echoes of Fear. Parfait pour les ambiances qu'on découvre ici. Qu'on aura ici. Et pour finir, dans Death Star, on a Ingo Romling, qui lui, alors c'est rigolo, il a un profil intéressant, je m'arrête un petit peu sur lui, parce qu'il a dessiné des comics dans la revue Star Wars Rebels Magazine. Parce que j'ai appris que oui, la série animée Rebels avait son magazine papier officiel à l'époque. Et Romling a également fait partie en fait, de la team de character designer sur la série Rebels. En fait, il a designé les personnages principaux de la série Rebels. Donc, très intéressant de savoir ça. Je crois que c'est lui qui a fait la couverture aussi de cette année-là, de Tales from the Death Star. Ok, très bien. Voilà, c'est lui qu'on revient là, avec un style aussi très, très particulier. Et donc pour les Nightlands, on retrouve Sue Lee et Vincenzo Riccardi qu'on avait vu plus haut. Et là on a Robert Hack qui vient compléter le trio, qui lui avait fait du château de Vador. Donc c'est pareil, on retrouve quand même des noms connus, on va dire. Allez, je te laisse un peu la parole, Francis. Veux-tu nous lire le synopsis officiel sans spoiler? Oui, je vais prendre un très, très grand respire avant, non. On ne fera pas non plus un synopsis, numéro par histoire par histoire. Vous avez compris que c'est une anthologie, donc il y a plusieurs histoires. Mais on va dire que le synopsis se lit comme suit. Explorer les recoins les plus sombres de l'univers Star Wars à travers 3 longs récits terrifiants. L'Étoile de la Mort abrite d'horribles aliens, des artefacts étranges et des esprits vengeurs. Sur la planète Rylot, les Twi'lek parlent à voix basse des terres obscures. On cherchait le terme tantôt, Jean, c'est pas les terres désolées, c'est les terres obscures. Voilà, bien vu. Le royaume spectral où leurs esprits se retirent après la mort. Dans cette histoire, Anakin, Luke, Leia et Rey affrontent le maléfique Nightlander pour l'empêcher de s'échapper de sa dimension cauchemardesque. Et dans l'antre du Rancor, donc Rancor Pit. L'antre, voilà, cherchez la traduction aussi en français. Ouais, c'est ça, exact, moi aussi. Là, par contre, j'ai perdu mon fil, donc je disais... Dans l'antre du Rancor, le rire de Jabba le Hutt glace le sang. Donc là aussi, on va avoir plusieurs petites histoires de quelqu'un qui essaie de divertir, on va dire, Jabba. C'est ça, c'est plutôt rigolo. Fait que voilà, écoute, vous aurez compris, c'est ça, là, on ne fera pas le synopsis de chacune. On va y revenir un peu plus précisément en partie spoilers. Voilà, si tu veux enchaîner directement avec ton avis général de cet album-là, qu'est-ce que tu en as pensé? Moi, écoute, ces concepts-là, comme tu l'as déjà dit, on ne se répétera pas, là, mais ça existe depuis des années. Je les attends, on va dire, chaque année. Mais mes attentes ne sont pas extrêmement élevées, dans le sens que j'ai trouvé que c'était d'une année à l'autre, que ce soit à l'époque, le Château de Vador, puis là, maintenant les Terres œuvres, c'est inégal un petit peu, je trouve, d'un à l'autre. Même là, les 3 numéros de cette année là, du Tales from the Nightland, c'est ça. Là aussi, j'ai trouvé que c'était inégal. Fait que ça dépend beaucoup. Je trouve puis ça leur mérite de garder un artiste pendant tout le numéro, ou tu sais, des fois, par exemple, le frame, là, comme tu disais, l'histoire au présent, ça va être un artiste, puis là, le flashback qui raconte l'histoire qui raconte la légende va être un autre artiste, ça c'est correct.
Mais c'est ça, c'est des artistes, je trouve, assez éloignés un de l'autre. Et tu sais, il y a un petit côté là, vision dans le concept, hein, dans le sens exploration graphique, tout ça. Fait que moi, j'aime bien pour ce type de truc-là d'anthologie. Fait que j'avais bien aimé à l'époque l'analyse qu'on en avait fait avec Louis. Mais c'est ça. Ça va varier d'un à l'autre selon. Au moins, c'est toujours le même auteur. Mais même avec le même auteur, ben, la qualité, si on peut dire, ou l'intérêt de l'histoire peut varier. Ici, ça part dans vraiment tous les sens. Vous allez voir, là. Mais tu sais, mini indice sur la couverture sans trop spoiler, là, sur la couverture de celui de la Death Star, on a des chasseurs stellaires, tu sais, des Fantôme, ouais. des vaisseaux, des chasseurs fantômes. Ah oui, c'est ça. Donc, et à un autre moment donné, on va avoir d'autres matériels. On va appeler ça comme ça, fantômes. Là. Donc, ça vous donne un peu une idée quand même à quel point on est dans un certain délire. Même si le tout, en théorie, reste canon. Oui, Hein, c'est pas comme les Lego là, où est-ce qu'ils partent un peu n'importe comment, mais c'est du pur fun, là, de l'amusement. Là, en théorie, tout ça est canon. Donc, bon, quand même se garder à l'esprit que le public cible est plus jeune aussi. Ah oui, oui. Fait que c'est ça, inégal. Moi, je dirais que dans les 3 séries, on va dire les 3 années, c'est le Tales from the Death Star qui est la meilleure, de mon point de vue. De loin, puis la moins bonne serait celle-là de Jabba, là, ben, du Rancor Pit, personnellement. Même si le pire, pourtant, il y a un côté, on revient dans la prélogie, dans l'alliance séparatiste, parce que c'est la personne qui raconte l'histoire, c'est un ancien général, je pense, hein, de l'armée séparatiste. Mais bref, malgré ça, les dessins, tout ça, comme je dis, ça fait un tout. Là. La meilleure des 3 serait celle de la Death Star. Puis peut-être aussi le fait que celle de cette année, les Nightlands, finit, le 3e, là c'était 3 numéros à plusieurs semaines d'intervalle, et le 3e finit en post-logie. Oui. Donc, avec Rey, Leia plus âgée et, Finn, que c'est un peu Finn qui a le rôle du forceux, si on peut dire, là, ou en tout cas je ne tomberai pas trop dans les spoilers, mais bref, j'ai trouvé que là, ça finissait mal l'album, si on peut dire, dans le sens que c'est un des pires numéros, je trouve, celui-là, puis ça donne que c'est le dernier. D'accord. Ouais, okay. Le dernier avec Finn, Rey, puis ça, là, j'ai pas du tout aimé. Bref, voilà, j'en ai déjà dit beaucoup. Globalement, j'ai bien apprécié. Si les informations... parce que pour rappel, c'est pas encore sur le site de Panini à l'heure où on enregistre, là, même si pourtant c'est dans une semaine qui sort. Mais bref, si nos informations sont bonnes puis que c'est vraiment à un 25 €, même si c'est un peu plus cher, de toute façon, ça en vaut vraiment le prix. Ah oui. Moi, je vous le dis, achetez-le, c'est plaisant à lire, c'est parfois extrêmement joli. Là. Ben, tu l'as dit vite, là, mais moi, le Vincenzo Riccardi, là. Riccardi, ouais. Riccardi. Pas loin. Ouais, moi, je trouve ça, c'est un délire. Oh, c'est très, très psychédélique, tout ça. Mais comme là, on est dans des cauchemars, écoute, c'est parfait. On l'a eu aussi à d'autres moments, hein, dans La Haute République. C'est ça, dans deux mini-séries de La Haute République. Ouais. À chaque fois, on en parlait l'autre fois avec Aurélien, là, moi, je trouve ça, c'est fou. Magnifique. On vous en montrera un petit peu. Ouais. Puis les récits aussi, là, entre autres, là, dans celle de la Death Star, c'est ça, on est dans la tête de Tarkin jusqu'au dernier moment de sa vie. En tout cas, moi, j'adore vraiment certains de ces concepts-là. Fait que voilà, je le conseille fortement. Ah oui, complètement. Voilà. Je vais plus soyer, je conseillais fortement. Et donc, on se posait la question, et pour ceux qui ça pose aussi, JF, notamment de Star Wars Literature Québec, oui, c'est bien canon. Donc, c'était avec Louis qu'on avait eu cette conversation sur Discord où je n'étais pas sûr parce qu'il avait dit que les comics Dark Horse IDW, jeunesse, donc n'étaient pas canon contrairement au Marvel, et il m'a foutu le doute. Non, il s'égarait. Ou alors c'était une info. Parce que même à l'époque, puis je sais que ça dérange parce qu'entre autres, un des personnages principaux à cette époque-là, c'était le grand lapin vert. Là. Oui. Donc je sais que ça peut fâcher, mais oui, c'est canon. Bon. Jackson, exact. Voilà. Mais oui, non, c'est tout est canon. Et là aussi, c'est marrant que tu compares à Vision, j'ai pas du tout pensé, mais c'est complètement ça en fait. C'est vraiment du Vision horrifique, quoi. Chaque artiste apporte sa patte. Mais écoute, je vais aller vite aussi pour la vie non spoiler. Moi, je vais être encore moins objectif que d'habitude pour juger ce tome parce que, on est fan Zouz, on va dire, de Kevin Scott, jamais déçu.
Donc, je crois que c'est le seul auteur du canon qui m'ait jamais déçu encore. Euh, voilà. Donc, pour les 3 histoires, Ouais. j'ai vraiment accroché, les 3. Toutes les petites histoires à l'intérieur, il n'y a pas de souci. J'étais déjà fan des châteaux de Vador. J'adore les châteaux de Vador. Je trouve ça excellent. Donc, je suis très content qu'il continue son concept chez une autre maison d'édition. J'ai adoré ça me fait penser aussi au Halloween, spécial Halloween Lego Star Wars, bon là qui n'est pas canon, mais qui empruntait un petit peu ce genre de truc, mais vu qu'il se passait aussi je crois qu'il y a un épisode dans le château de Vador aussi, donc voilà, ça faisait penser à ça. Et évidemment à Terror of Mustafar qui était très bon aussi. Ça, et 3 parce que ouais, Coven Scott, c'est un fan d'horreur, et moi aussi je suis un fan d'horreur, mais vraiment, vraiment de tout ce qui est film, bouquin, comics, Mm. tout ce qui est horrifique, même si là, ça reste dans du spooky. Alors c'est marrant, spooky, j'adore ce mot, mais j'ai essayé de trouver pour toi une traduction française, et donc là il traduit ça en fantasmagorique, que je trouve très, Ah, très ok. joli comme mot, mais qui est comme cauchemardesque, pas évident à prononcer, donc spooky c'est quand même pareil. Ouais. Ben, tu sais, c'est très. Moi, je classe ça type Halloween, là. Ouais, complètement, Maison c'est hantée pour les plus ambiance. jeunes, tout ça, là, Voilà. tu sais. C'était le projet, c'est ça, de sortir, c'est pour profiter d'Halloween et pour faire dépenser de l'argent aux gens, aux fans de Star Wars, aux alentours C'est d'Halloween. comme écouter SOS Fantôme, tu sais. C'est des Mhm. fantômes, mais c'est pas un film d'horreur. On Non, s'entend? voilà, c'est ça. Donc, vous inquiétez pas pour les plus jeunes, il n'y a pas de problème. Ils apprécieront, il n'y a pas de souci. Et quoi? Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Ah ouais, alors donc complètement l'opposé de parce que de l'horreur dans Star Wars, il n'y en a pas eu beaucoup. Et moi, j'aimerais bien voir des séries, des séries, ouais, plus des films, je t'avoue, je suis plus film pour Star Wars, mais même des séries, là, comme ils font Skeleton Crew, machin, en mode spooky, comme ça, plus horrifique, mais gentil, là, Wednesday Addams, ou des trucs comme ça, tu vois. Mm. Et c'est dommage parce que dans le canon, Star Wars, il n'y a pas eu grand-chose, et dans Legend non plus, à part les romans c'est comment il s'appelait Joe Euh, Schreiber, je crois que c'est Schreiber qui s'appelle, qui avait ouais. fait Death Trooper, Red Harvest, Sargé, et puis qui avait fait le Dark Maul Lockdown, voilà, qui était aussi un petit peu horrifique, qui sont Mhm. là beaucoup plus adultes, hein, là, vraiment pas à mettre dans les mêmes des gamins, mais qui sont les seules incursions, pardon, horrifiques dans du savoir, je dirais. Mais là, on n'est pas du tout dans ça, hein, là, c'est vraiment du jeunesse. Moi, tu vois, contrairement à toi, alors le Death Star, il m'a beaucoup plu, mais je mettrais le Nightlands en premier, Ah ouais? qui m'a beaucoup plu. Mais en fait, Nightlands, c'est tout ce qui est histoire de fantômes et de possession. Moi, c'est le pan de l'horreur que j'aime le plus, tu vois. Tout ce qui est zombies, machin, c'est sympa, mais ça vient un peu après. Le Death Star m'a beaucoup plu aussi. Le Rancor Pit m'a beaucoup plu également, mais effectivement, globalement, histoire dessin, je préfère quand même le Nightlands, puis Death Star, puis Rancor Pit. J'ai adoré le fait que Cameron Scott, donc non seulement il utilise des tropes spécifiques au récit d'horreur, notamment les fins d'histoire, vous le verrez dans la partie spoiler, toutes les fins d'histoire, et même les fins des histoires principales, des frames, comme on dit, même peut-être moins ça Nightlands, mais les 2 autres numéros, par contre, oui. En fin de récit, tu as tout le temps une fin douce amère à la 4e dimension, mais plus, moi, ça me fait penser, vu qu'on est dans du jeunesse, à du chair de poule. Alors, je ne sais pas si vous aviez eu Goosebumps, vous, au Québec. Ouais, ça s'appelait Chair de poule Ça aussi. s'appelait chair de poule, parfait. Voilà, les petits romans de R.L. Stein, pardon, Mhm. que moi j'ai tout lu, hein, toute la collection quand j'étais petit, j'ai adoré ça quand j'étais petit, c'était le Stephen King pour les enfants si vous voulez, et c'est un peu ça, le feeling qu'on a à la fin, c'est ça finit jamais très bien en fait, et j'ai adoré ça, et à chaque fois Kevin Ouais, où Scott, il y a comme une ouverture qu'on comprend que c'est pas fini. voilà, c'est pas fini, mais ça s'en va pas bien pour les héros, quoi. Et Kevin Ouais. Scott, déjà, bon, on le sait, il est très bon pour les cliffhangers, donc là c'est parfait, quoi. Donc voilà. Et après, pour le niveau dessin, moi j'ai tout aimé niveau dessin. Il n'y a pas genre gentil dans l'eau, donc ça va. Voilà, donc c'est fait. Ouais, je dirais que le plus faible, par contre, là, j'avais pas noté le nom, Mhm. c'est le frame, comme tu dis, là, qui se passe, on est en post-logis sur la planète, là, on voit même Jana sur son cheval, Ah là, oui, d'accord, je vois, ouais, c'est avec Souli. l'épave de la Death Star, justement, là, Ouais, mais c'est ça, c'est Souli, ouais, c'est la fameuse saoulé. Ouais, autrice. mais c'est pas laid, mais c'est un style, et puis surtout, Ouais, j'ai trouvé que ça faisait contraste avec le reste. ouais, Avec le reste des numéros, tout ça. Là, ouais, en termes d'ambiance, tu sais, on est à l'extérieur en plein jour. C'est ça. Puis ouais, c'est un ouais, style, ouais, ouais. je sais pas s'il faut dire un style japonais ou. En tout cas. Ouais, il y a un petit truc comme ça. Moi, ce qui m'a dérangé chez elle, c'est plus que ça soit dans cette histoire-là, dans la frame de Nightland, de Death Star, mais aussi dans son histoire de Nightland, dans le numéro, je dirais, le premier.
c'est que ces fonds, alors tu me diras, c'est censé être une planète avec un ciel bleu et je crois que c'est les crépuscules à chaque fois. Donc il n'y a Ouais. que du bleu en fond et tous ces fonds. En fait, c'est cases vides en fait. C'est Il n'y a pas de vide. fond. C'est un peu Mhm. vide, même si j'aime beaucoup son style de personnage par contre. Ben, c'est un Mais style effectivement, épuré, là. C'est pas épuré. vide style paresseux, là. C'est comme tout est vide. Il n'y a pas plein C'est de censé être détails vide en de fait. Ouais, visage ou de vêtements, là. c'est ça. Mais C'est ça. ouais, puis sinon, le dessinateur aussi du frame, encore une fois, le principal de l'antre du Rancor. Mhm. Là aussi, là, c'est un style, tu le sais, là, tu vas t'en douter, mais moi, c'est un style qui fait très, je trouve, années 80, comics, Ouais, ouais. cheap, un peu Des vieux vintage quoi. Il fait un peu vintage. vieillot et pas là. Même si, à mon avis, c'est fait exprès, dans le sens que le dessinateur, je veux dire, il fait ça exprès. Probablement que c'est un style rétro, nostalgique, vintage. C'est juste que moi, j'accroche pas du tout. Là. Ah oui, c'est ça. Mais c'est Nick Bokenshire hein, qu'on voyait beaucoup dans les aventures BW et qui fait la cover du Rancor Pit aussi, qui a un style vraiment un petit peu plus vieillot, même si moi j'aime bien dans ses ambiances, cet auteur-là, cet artiste-là, parce qu'il est très justement dans le dark et spooky, justement, avec ses ambiances très noires, avec des fumées, machin. Mm. Alors que certains récits, on le verra, ils font vraiment pas, enfin, peur. Tu me diras, aucun récit fait vraiment peur, mais il y en a qui sont beaucoup plus légères que d'autres, on va dire, dans le ton, plus comique Mhm. parfois, même si c'est du comique horrifique, mais ça reste très comique. Ouais, ça Le dessin aussi, est très coloré. on l'a pas mentionné, mais tu sais, quand on disait avec Kevin Scott, puis d'un récit, même si c'est le même auteur, on passe vraiment d'un ton à l'autre. C'était déjà le cas, je regardais là, des extraits à l'époque du château de Vador. Puis c'est ça aussi, le ton d'une histoire à l'autre Ouais. il y en a qui va être beaucoup plus sérieux que d'autres. C'est clair. C'est Hmm. clair, c'est clair. Mais écoute, on va. Voilà, donc plutôt une bonne note, on vous le conseille en tout cas si vous vous arrêtez là pour l'écoute de cet épisode. Nous, on va continuer en partie spoiler pour en parler plus profondément. C'est parti. 2,5 parce que on a envie d'en parler en ce partie spoiler de tout ce qui s'y passe dans ce comics-là. On commence vite fait par le Rancor Pit. Vous allez voir, c'est super sympa. J'adore. Donc, on se retrouve vite fait dans le palais de Jabba, évidemment, où tu as un alien de la race des Assariens, du nom de Captain Valkav, qui a été capturé par Jabba, donc. Et Jabba qui est prêt à le jeter dans son Rancor Pit, dans son antre du Rancor. Mais Ah, je voilà, pensais que c'était un botan. et non, et ça ressemble à un botan, effectivement, mais Ouais. c'est un assarien, donc j'en parlerai un peu plus tard. Assarien, mais ça ressemble, et moi aussi, j'ai dû vérifier parce que je pensais vraiment que c'était un botan. Hein. C'est un petit peu le même genre de race animale, anthropomorphe, un petit peu cheval avec un long museau. Là. Et pour sauver sa peau, donc il va raconter des histoires à Jabba pour le divertir. Hein. Voilà. Il veut d'ailleurs être embauché en tant que raconteur d'histoires officielles, j'ai bien aimé. Enfin, il espère ça en tout cas. Première histoire, donc ça se déroule le temps de la guerre des clones, et en fait c'est un autre assarien, je crois que ça fait l'erreur en partie dans ce spoiler. C'est la même race, mais c'est un autre personnage qui est Captain Séparatiste. Là, Ah, ok. ouais, parce que pareil, j'arrivais pas à trouver les noms, et en fait, ouais, c'est deux noms différents, bref. Et donc ce capitaine séparatiste envoie des troupes de droïdes face aux clones et aux Jedi. Là, petit caméo de Mace Windu et Depa Billaba, qui défonce du droïde. Et donc, ces droïdes vont rester abandonnés sur ces terres, sur les champs de bataille, et ils vont ressusciter en mode zombie, et ils vont envahir le capitaine séparatiste là, dans sa base, sa base est en plus de ça une citadelle maudite. Donc voilà un petit récit de zombies droïdes, quoi. Donc c'est assez rigolo. L'histoire Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure en partie non spoilers. C'est des zombies droïdes. Donc, et quand on dit, ben, en fait, même plus que ça, Jean, c'est même fantôme parce qu'ils reçoivent des coups de blaster, ça passe au travers. Ah oui. Puis là, ils répliquent carrément à mon tour. Puis là, ils tirent, puis eux autres, ça fonctionne. En tout cas, fait que c'est très spécial. C'est très spécial. Oui, c'est complètement fou, quoi. WTF, mais ça. Mais Ça écoute, passe. on est dans Star Wars, il y a la force, il y a des magiciens, il y a des ci, il y a des ça. Ouais, voilà. Bon, et puis voilà, tout ce qui est magicien, possession, tout ça. Enfin, il y en a eu hein, dans le canon aussi, dans les Legends. On a eu bien pire en tout cas. L'histoire donc va intéresser Jabba, donc Valkav il va rencontrer une deuxième. Là, du temps de la Haute République, et on va retrouver Tayorik. On adore. Là, qui va juste accepter un petit job de chasseur de monstres, comme elle est. Ouais. Elle va se retrouver dans une chasseuse de monstres, une ex-Jedi, reconvertie en chasseuse de monstres. Voilà. Et bien là, elle va chasser donc un Gunji, qui est une espèce c'est un mix entre un Bigfoot, j'ai trouvé, et le diable.
tout simplement. Ou non, plus Ouais. le Hellboy, en fait. Plus le Hellboy transformé, bref. Mhm. Et donc là, elle va y retrouver aussi son rival. Donc son rival veut aussi la prime. Donc le rival va se faire accrocher par le monstre et il va se transformer en monstre lui aussi, en mode là encore zombie, mais il va être contaminé par le monstre, du coup il va en devenir un. Et donc les deux monstres vont attaquer Tayoric, mais voilà, Tayoric va réussir à les capturer et à les renvoyer à sa commanditrice qui en fait elle voulait se venger à la base en voulant tuer Tayoric en l'envoyant face au monstre. Et en fait elle a réussi à s'en échapper, c'est très drôle là aussi. Et donc là le numéro finit sur les monstres qui vont attaquer la commanditrice qui va se faire zigouiller, quoi. Ça finit comme ça. Et la troisième histoire, entre-temps Jabba il nous montre et il nous place temporellement entre l'épisode 5 et 6, on va dire, vu que il a le Han Solo en carbonite sur son mur. Et donc là, la troisième histoire, ça va se passer là, dans la base Echo, donc juste un petit peu avant le présent, on va dire, où tu as Han, Leia et Chewie qui sont dans la base Echo de Hoth et qui vont explorer une grotte et tomber donc sur un combat entre deux monstres de géants. Donc, tu as une maman Wampa qui veut sauver ses bébés et tu as une Dragon Slug qui est un mix entre une limace et un serpent géant. Bref, ils vont réussir à s'en sortir. Voilà, donc les deux monstres vont réussir à s'échapper, il n'y a pas de problème. Écoute, là, tu en as juste mentionné vite fait comme ça n'a pas l'air si pire, mais il y a de la vie sur Hoth dans ce numéro-là, pour une planète glacée désertée. Il y a énormément de bestioles. Bestioles, ouais, parce que le cliffhanger de fin, justement, finit sur la fin un petit peu douce amère, où les monstres sont écartés, mais il y a toujours cette araignée géante qui regarde nos héros vus de haut, comme ça, tu dis, ils en ont Ouais, les espèces d'araignées qu'on a vues dans Mandalorian, entre autres, dans Rebels. Voilà, ça ressemble beaucoup à ça, effectivement. Donc voilà, et puis voilà, ça finit. On salue Loïc, qui aime beaucoup les épisodes avec des araignées. Ouais, il peut lire ce tome-là, il n'y a vraiment qu'une case avec une araignée dans un coin, donc il n'y a pas de problème. C'est plus serpent et Wampa avant. Et donc on finit l'histoire principale avec Jabba qui est satisfait des histoires de ce cher Vaclav, mais qui va quand même jeter Vaclav dans le pit. Et là, dernière page du récit, c'est super drôle. Le Rancor n'est pas dans le pit du Rancor. À la place, il y a les 4 monstres principaux, on va dire, des 3 récits qu'on a vus précédemment. C'est très très drôle. Voilà, enfin très drôle. Là aussi, il ne faut pas trop se poser de questions sur l'aspect canon de. Ah non, mais non, voilà. Mais tu te dis, voilà, il connaissait ses histoires, Jabba, il a capturé ses bestioles et il les a mis dans son pit. Ça n'a aucun sens parce qu'il y a un Rancor, tu me diras, tu as plusieurs cages dans le Rancor. Bref, faut pas chercher, il faut profiter du moment. Donc, avis général, scénario, dessin, Francis. Comme je disais, moi, c'est ça, c'est celui des 3 que j'ai le moins aimé. Puis, en termes de petites histoires, je ne saurais pas dire. Celle de Hoth, comme je t'ai dit, j'ai pas pu m'empêcher de dire qu'il y avait de la bestiole au pied carré, c'est incroyable, là, entre les Wampa, les espèces de grandes limaces ou serpents géants, là, je sais pas comment il faut le dire, qu'on n'avait jamais vu avant, là, à ma connaissance. Je n'ai pas souvenir qu'il y avait des serpents géants sur Hoth. Puis c'est ça, en tout cas, on voit à l'écran à la fin, on voit l'espèce de monstre aussi, comment dire, Hellboy un peu, le diable. Ouais, c'est ça. Que le tout mis ensemble, pour moi, c'était pas un gros succès cette année-là là, pour les Tales of. Même au niveau de dessin, là, on le voit un peu à l'écran, là, mais regardez comment il fait Chewie ou bon. C'est un style. Ouais. Ouais, mais... Ah oui, ça sera tout le temps un style, en tout cas, il n'y a rien vraiment d'affreux. C'est vraiment des styles, soit on accroche, soit on n'accroche pas. C'est vraiment. Il n'y a rien de purement générique, comment dire, fait à la va-vite. Ouais, complètement. Moi, encore une fois, le Broken Shire, là, qui fait la frame principale, j'aime bien. Encore une fois, ça me rappelle les Shadow Vador, tout ça. J'adore son ambiance spooky. T'as l'impression de sentir l'odeur dans l'antre de Jabba, là, c'est affreux, quoi. Et oui, comme toi, alors Chewie, ça va encore, tu me diras, il est très lisse, mais par contre, c'est les visages de Leia et Han, j'ai un petit peu de mal, mais voilà, encore une fois, c'est très cartoon dans le style, et très coloré, du coup, c'est moins spooky horror. Tu vois, on est dans Hoth, dans les grottes, mais c'est très coloré, donc il n'y a pas de problème. Et pareil pour l'Andy Duggan, qui est dans l'histoire précédente, donc qui est sur le Tayoric, pareil, très jeunesse dans l'esprit, donc ça va. Moi, c'est vraiment le Juan Samu là, qui a fait la toute première lors de la guerre des clones, qui m'a beaucoup plu parce que là, par contre, niveau couleur, je sais pas s'il y a moyen d'en montrer, mais c'est très très coloré et ça va super bien avec l'ambiance zombie, droïde zombie fantôme, comme tu dis là. C'est très très violet vert, donc les couleurs horrifiques s'il en est, quoi. J'ai adoré
le style vraiment. Et au niveau découpage aussi, tous les auteurs proposent quelque chose de très original, donc il n'y a vraiment pas de Ouais. souci. Mais voilà, donc j'aime bien celui-là, niveau art, en tout cas. Ouais, Avec ben les... c'est très joli, là, tu sais, Ouais. effectivement, c'est ça. Parce qu'il n'y a rien d'atroce, comme tu as dit. Évidemment, Non, on rit toujours à mentionner Georges Gentil, là, mais c'est ça. c'est ça. Il n'y a pas de ça ici. J'aime bien la petite blague où quand Jabba montre Han Solo en carbonite, il sort à l'alien là, au Assarien. Tu n'es pas le seul à savoir raconter des histoires, en dévoilant justement Han Ouais, Solo ouais, qui en est à disant côté. Han Solo, hein. C'était très drôle. Qu'est-ce qu'il y avait? Nanana, tac tac. Et voilà, oui, petite trivia concernant la race donc, du personnage de donc Casamir, ça c'est le Assarien qui est prisonnier de Jabba. Et donc le commandant, c'est notre nom, mais c'est la même race. Et Mm. donc c'est un Assarien, c'est pas un, Un j'ai plus botan. le nom. Un Botan, voilà. C'est une race Legends qu'a recanon Cavan Scott, en fait, dans une nouvelle de l'autre République qui s'appelle First Duty, Première Mission, qu'on a chroniqué chez Star Wars Literature Québec aussi, OK. et qui reprend ici. Donc, Cavan Scott reprend cette race-là. Et en fait, dans le Legends, il a été créé que dans un seul roman qui est une de la trilogie de la crise de la flotte noire, si vous connaissez, donc Mhm. par l'auteur Michael P. Cube McDowell, qui est un super long nom, mais qui n'a jamais utilisé cette race autrement que dans son roman-là. Donc techniquement, elle est plus commune dans le canon que dans Legends. Ouais. Non, mais effectivement, là, puis là, ben, ça dépend des coloristes aussi, puis des ambiances, là. Mais c'est vrai que les botanes, ils n'étaient pas rose bonbon, comme ça. Là, on dirait vraiment que sa couleur naturelle, c'est le Ouais, effectivement, rose poudre, là. c'est vrai. C'est vrai. Ensuite, on enchaîne vite fait sur le Death Star. Death Star, vite fait. Donc, on commence l'histoire sur voilà, Kev Beer. Kev Beer, dont on se rappelle, c'est la lune de Andorre qu'on a dans l'épisode 9, où tu as la Death Star 2 qui s'est crashée. On va y rencontrer Fry, un jeune homme de la tribu de Janna, donc un ancien Stormtrooper, qui veut rejoindre la Death Star en bateau, un petit peu comme Rey dans l'épisode 9, justement. Et Mhm. là, on a une mystérieuse figure qui apparaît encapuchonnée, tout ça, on ne sait pas qui c'est, qui va essayer de dissuader ce jeune Fry d'aller sur la Death Star en lui racontant des histoires horrifiques qui se sont passées sur la Death Star. Là, c'est cool, c'est parce qu'on a 4 histoires, et on en aura 2, je crois, sur la première Death Star et 2 sur la deuxième. Donc ça va arriver plaisir, c'est cool. La première, donc, c'est lors de la construction de la première Death Star en orbite de Geonosis. Là. Donc, on est entre prélogie et trilogie originale. L'Empire va utiliser des prisonniers pour aider. Alors, moi, j'ai appelé ça des pest controllers, mais en français, encore une fois, j'ai pas le nom. C'est des dératiseurs, quoi, mais c'est pas vraiment Ouais, des rats qui ouais, vont. exact. Ouais. C'est ça. Sauf que là, c'est pas des rats qui vont dératiser sur la Death Star 1, c'est plutôt des gros monstres. Donc, je présente pas les personnages, mais on a une certaine San, qui est un petit peu l'héroïne principale de dératiseur, et qui vont tomber, donc tout le groupe va tomber sur la fameuse Diagona, donc la créature du trash compactor de l'épisode 4. Sauf que là, elle n'est pas dans le trash compactor, elle se balade dans la Death Star, et voilà. Elles essaient de s'en débarrasser, malheureusement, ça marche pas, donc tout le groupe se fait tuer. Non seulement parce qu'il y a la Diagona, mais en plus il y a un autre monstre insectoïde un petit peu inédit là, qui bouffe tout le monde. Donc en gros, tout le monde y crève, sauf, je crois, le plus faible du groupe qui arrive à s'échapper, mais encore une fois, Cliffhanger, comme un Goosebump, il y a encore des insectes dans son vaisseau, donc au final, il va y passer également. Donc, très sympa. On passe ensuite à la deuxième histoire, où là, c'est la deuxième Death Star, où tu as 2 pilotes qui vont parler de la Legends des Wild Squadron. Alors c'est rigolo, c'est un squadron fantôme qui attaque le jour du Live Day les escadrons de taille. Justement, c'est une Legends que les chasseurs taille se racontent, histoire de se faire peur. Et une des pilotes va expériencer le fait que le Wild Squadron va l'attaquer, va la posséder, elle va péter les plombs, elle va cracher son taille contre son commandant, elle va mourir, et son esprit va réapparaître chez le chasseur taille qui lui avait raconté l'histoire au tout début. Donc là, encore une fois, c'est très rigolo. C'est un petit fait, encore une fois, douce amère, très sympathique. Et mentionnons que c'est des chasseurs de la période Haute République, donc des vecteurs, hein, si je ne me trompe pas. Ah bien tout, alors attends, j'ai noté ça parce que c'est génial, il y a une page où tu as tous les vaisseaux, tu as du Starfighter de la guerre des clones, tu as la trilogie originale, donc X-Wing, Y-Wing, A-Wing, tout Ah ça. oui, c'est vrai. Tu as du Vector, tu as du NR Starfighter, donc même de la prélogie, tu as de l'Air Speeder de la bataille de Hoth. Le gars, il se fait plaisir, il les a tous mis. C'est comme un escadron de fantômes Ouais, exactement. multi-époque. Ouais. Exactement, je te montre la page, elle est super. Et puis, dernière histoire, avant-dernière histoire, pardon. Donc, c'est un commandeur. Alors là, c'est très comique, on va dire, dans le style aussi, et puis dans le récit. Ça va parler de zombies. Voilà, un commandeur va utiliser un artefact Sith pour ressusciter des impériaux morts et donc conservés à la morgue de la Death Star 2 pour qu'ils continuent de bosser, en fait, pour la construction de la Death Star, tu vois, parce qu'on chronologiquement, on est juste
avant l'épisode 4, quoi. Et donc, tu as plein de travailleurs impériaux zombies qui vont bosser, hein, mais qui, quand l'envie leur dit, quand il n'y a pas le gars pour les contrôler justement avec cet artefact, ben, ils vont se mettre à bouffer les autres employés. Du coup, il y aura une évasion de zombies sur la Death Star 2, et jusqu'au moment où Vador va s'en rendre compte, et avant que Vador règle le problème en défourrant tous les zombies, ben, il va laisser ce commandeur se faire bouffer par les zombies juste avant. C'était là aussi très drôle. Et dernière histoire, pendant que dans le présent, voilà, le certain Fry, ben, il va atteindre la Death Star en bateau, là, comme Rey dans l'épisode 9. Et la dernière histoire donc, nous présente Tarkin. Donc, tu mentionnais l'histoire de Tarkin qui est très très cool, qui va commencer à être hanté par des voix puis des visions. Alors déjà de son père mort, d'Eriadu, et puis toutes les personnes qu'il a tuées avec la Death Star. Donc on retrouve, tu as du Cassian Andor, Jyn Erso, Saw Gerrera, Krennic, Bail et Breha Organa. Tu as même son père et son frère, parce que c'est un petit flashback du fait qu'il a sacrifié son père lors des épreuves d'Eriadu, qu'on connaît bien grâce au roman Tarkin notamment. Tu as même un personnage super... je ne sais pas si tu l'as reconnu, celui-là, moi je ne l'ai pas reconnu du tout. Il y a un impérial, donc zombie fantôme encore une fois, qui s'appelle Andofran et qui était sur Alderaan lors de la destruction de la planète. C'est un perso du comics Age of Rebellion, Moff Tarkin. Ok. Il allait chercher loin, le gars. Ouais, c'est un super clin d'œil en tout cas. Et voilà, et ça se passe juste avant, tu le disais aussi, que la bataille de Yavin et que la Death Star explose. Juste au dernier moment. Ouais. Et il y a comme une scène qu'on n'a jamais vue, que là, c'est comme s'il réalise qu'il y a un problème, puis il crie d'arrêter à la dernière minute, là, puis ça explose. Ah, effectivement, c'est une inédite, effectivement, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça. Les derniers moments de la vie de Tarkin, dans son esprit d'apprendre qu'il est hanté. Tu sais, on a la fameuse scène où il se fait dire on pense que vous devriez évacuer, il y a un risque, blablabla, tu sais, puis qu'il répond il n'est pas question. Oui. Juste avant dans le le film, ça adapte un passage du film, effectivement. Ça le fait 2-3 fois dans ce tome-là. Ouais. Ah, c'est très cool. Bref, ouais, beaucoup aimé celle-là. Et, voilà. Et finalement, on finit avec Fry. Donc Fry, on revient à Postlogie, qui va affronter un monstre dans les ruines de la Death Star, qui va être aidé par Jannah. D'abord, qui va être aidé par San. Donc San, c'était la fameuse personnage encapuchonnée, donc l'héroïne de la première histoire, là, qu'on pensait être morte. Et en fait, elle est un petit peu morte, effectivement, parce que c'est un peu l'esprit de San. En fait, Jannah vient aider Fry à la toute fin, et il se rend compte que San n'était pas là, que San était un spectre qui le hantait. Voilà, donc encore une fois, très sympa. Ouais. Qu'est-ce que tu as pensé de ce Death Star que tu as préféré? Donc, j'ai pensé qu'il faudrait qu'on m'explique les liens métaphysiques. Il faudrait que les Ghostbusters soient là pour nous expliquer les liens entre les deux étoiles de la mort. Donc, entre les deux Death Stars, parce que là, c'est ça, c'est comme si c'était hanté, si on peut dire. Comme tu as dit, c'est un personnage, mais un personnage de la première Death Star, qui là se retrouve à protéger le jeune dans les ruines de la deuxième. Oui, ça fait pas de sens, effectivement. C'est bon. C'est un détail. Je ne commencerai pas là, à picosser comme ça. Non, globalement, ouais, moi j'ai beaucoup aimé. Écoute, là, tu montres à l'écran des planches du fameux Vincenzo Riccardi. Ah ouais, mais celle-là, regardez-moi ça. J'adore. Regardez ça, quoi. Ouais. C'est magnifique. Encore une fois. Mais je comprendrais que des gens n'aiment pas, parce que c'est intense en couleurs. Parce qu'on ne l'a pas mentionné, mais plusieurs font et le dessin et les couleurs, dont Vincenzo Riccardi. Fait que vraiment chapeau, là, c'est ça. Moi, puis l'histoire est sympathique aussi. Là, l'histoire est très cool. Mais vraiment, là, au dessin, c'est un délice pour les yeux. Puis le Dianoga, tu sais, dans le film, on s'entend, c'est juste un petit œil qui sort et qui attaque là, mais on réalise pas nécessairement la dangerosité de la bestiole. Fait que tu te demandes en fait comment Luke a pu survivre. Ça, ouais, plus que, parce qu'il est quand même, si vous réécoutez le film, vous allez voir qu'il est quand même un certain temps sous l'eau. C'est ça. Oui, il est bon là, le petit Luc. Pour un gars qui a grandi dans le désert, impressionnant quand même. Ouais, il y a une bonne retenue. Fait que voilà, écoute, puis c'est pas juste pour cet artiste-là, dans le sens que lui aussi fait partie de ceux qui revient dans les Nightlands, là. Mais globalement, le Death Star, côté histoire et dessin, j'ai trouvé ça parfait. Tu montes à l'écran là, les dessins de, comment il s'appelle, Soli. Soli, ouais, le fameux frame artiste là. Ouais. Tu sais, comme tu disais, c'est vide, mais c'est un style, tu sens que c'est fait comme ça. Tu sais, regarder le sable, regarder les visages, tout ça, tu sais. Fait qu'on comprend que c'est exprès, que c'est pas de la lâcheté. Non.
Mais J'aime beaucoup son j'ai style, ouais. trouvé que ça détonnait un peu quand même avec le reste du numéro, on va dire. Ouais, voilà. Avec là un Écoute, le style. numéro sur les fantômes de chasseurs, là, Ah c'est ouais, ouais. magnifique. C'est C'est super. super beau. C'est super. C'est quoi Ouais. dans celui-là? C'est Fico Ossio? Ouais, c'est ça, c'est ça. Fico Ossio, moi, ça me Marco? fait penser à du comics, genre années 2000, genre Ultimate X-Men. Ça m'a beaucoup fait penser à ça. Donc très Mhm. comics dans l'esprit. J'ai adoré. C'est magnifique, c'est super. Ouais. Regardez la page où tu as tous les vaisseaux fantômes qui arrivent, justement. Mm. C'est Ouais, fait super. que moi, j'adorerais qu'on retrouve cet artiste-là sur d'autres choses. Puis, tu sais, le summum dans tout ça, le pire, ou le pire, c'est que du côté de pas Delcourt, voyons, Dark Horse, ben, des fois, on se dit qui est-ce qu'ils ont dans leur écurie, là, tu sais. Justement, c'est eux qui nous ramènent toujours Georges Gentil, là, tu sais, Ouais, voilà, mais même s'il y a déjà été chez Marvel. Alors que tu as des artistes comme ça, là, regarde, tu sais, je veux dire, moi, je serais preneur là, de comics complets de ongoing là, avec des dessins comme ça. Là. Mais bon. Ah ouais. Là, regarde, c'est du Juan Samu qui avait déjà fait l'épisode sur la prélogie du Tu sais, numéro précédent. par Très exemple, coloré. réimagine les adaptations du Mandalorian qui ont été Oh. faites par Georges Gentil, là, désolé d'insister sur lui, mais avec dessiné par exemple, là, Ça. ici, Fico Ossio ou par Vincenzo Ah là Riccardi là, mais oui, mais complètement. En plus, ils apporteraient quelque chose parce que bon, on le ah verra ouais, pour Nightland, mais ou Nightland, Ahsoka, par exemple. voilà, ils ont apporté aussi leurs idées dans les designs, notamment des personnages, tout ça. Là, tu as vu là, Okay. le film, c'est quoi? Comment il s'appelle déjà? Le Juan Samu, pardon. J'ai beaucoup aimé cette histoire-là parce que c'est très cartoony dans le design des Ouais, personnages, un peu gros, tu vois, mais exagéré au niveau des visages. Donc ça ça reste du zombie fait. gentil, Cartoon quoi. est le bon terme, ça fait très dessin animé, Ouais. puis tout ça. Ouais. Parce qu'en plus, on n'a rien de vraiment horrifique et enfin, il y a des gens qui meurent et tout, c'est jamais graphique, hormis quand Vador va trancher du zombie, par exemple. Mhm. Mais très très cool. Et puis, là, voilà, tu as la fameuse histoire de Tarkin qui est vraiment super stylée aussi, dessinée par c'est Ingo Romling, justement, Mhm. celui qui fait la couverture de Death Star, justement, qui est très très cool aussi. Un petit peu, pareil, c'est pas très. C'est très coloré pour de la Death Star, tu vois, mais c'est très détaillé. T'as vu, au niveau Ouais, ouais. des fonds, c'est super bien Ben, fait. c'est lui qui fait les couleurs hein, en passant. Ah ben voilà, très bien. Non, non, mais ça marche super bien avec la fameuse page où là, il faut obliger vous la montrer, voilà. Ah, moi, j'ai adoré. Écoute, peut-être Ah là aussi là parce là là. que je suis tant fan de Rogue One puis tout ça, mais gars, tu montrais tantôt, on voit les fantômes là, de gens qui a tués, Ah ouais, Krennic au premier plan. Il y a la super. petite fille, Jean, est-ce que tu t'arrives à te rappeler c'est qui la petite fille en rouge? Alors ici, c'est pas la petite fille, c'est son frère en fait. Moi, je dirais que c'est son Ah, ok, frère, je me demandais c'était qui. ouais, qui tue en début de numéro d'histoire là. Mhm. Et donc là, le fameux personnage du Edge of qui est là. Et là, par contre, tu vois, une petite fille qui est là. Je sais plus, je t'avoue. Bref, allez Bref. découvrir ce numéro-là, ça vaut le détour. Voilà, et puis on va finir vite fait, parce qu'on est overtime sur Nightlands. Donc, on résume le récit comme suit. Donc, on commence avec Obi-Wan et son padawan Anakin, en mode jeune, plus proche de l'épisode 1 hein, que de l'épisode 2, c'est encore un enfant. Mhm. Ouais. Ils se rendent sur Ryloth, donc la planète des Twi'lek, pour représenter la République lors de funérailles de Tarmin Dala, Tarmin Dal, qui est une figure héroïque hein, pour les Twi'lek. Ils vont y rencontrer la reine Cécile, sa fille, la princesse Desha, qui a l'âge d'Anakin, et la prêtresse, là, qui s'occupe d'un peu de toute l'organisation de la cérémonie. On apprend vite fait que Tarmin Dal, c'était le grand-père de Desha. C'est du coup un ancien roi, on imagine, vu que sa mère est la reine. Bref. Une cérémonie a lieu donc au moment de la Nightmare Conjunction. Alors là, dites-moi pour la traduction française, je suis vraiment désolé. La conjonction cauchemardesque, peut-être, qui en fait, c'est un événement cosmique qui, en fait, c'est des alignements de planètes particuliers qui font que, ça permet de faire un rituel un petit peu magique qui permet de faire revenir un défunt dans le monde des vivants, en gros, ou son esprit, hein, plus précisément. Et c'est ce que veut faire Desha. Elle aimerait faire ce rituel pour parler à son grand-père une dernière fois. Ce que sa mère et la prêtresse, évidemment, lui refusent, hein, c'est interdit. Anakin prend le parti de la jeune Desha, évidemment. Hein. Mais là encore, Obi-Wan lui dit de respecter les traditions de Twi'lek, de ne pas t'en mêler, tout ça. Évidemment, ce sont des jeunes ados, on va dire, donc ils vont pas vouloir écouter les adultes, ils vont vouloir invoquer l'esprit du grand-père. Ils vont y arriver, mais pas que l'esprit du grand-père. Alors bon, déjà, il y a l'esprit du grand-père, c'est sympa, Desha lui parle, elle est très contente, tout le monde est content. Sauf qu'en plus du grand-père, il y a tous les esprits Twi'lek des défunts passés, quoi. Et qui vont tous se rassembler et qui vont former le fameux Nightlander qui donne son nom aux comics, qui est un peu le chef des fantômes du monde des morts, en quelque sorte, et qui va chercher à posséder le corps de Desha.
Au final, après ce numéro 1, donc, les Jedi vont réussir à repousser le Nightlander et le renvoyer dans le royaume des morts. Cependant, la prêtresse va leur dire que maintenant que le Nightlander a goûté un petit peu au monde des vivants, mais il reviendra, il retentera son coup 30 ans plus tard, qui est la date de la prochaine Nightmare Conjunction, qui est la date de la trilogie originale, et très très drôle en fin de numéro, tu l'as remarqué sûrement, Francis, mais Anakin dit qu'ils viennent dans 30 ans, les Jedi seront toujours là pour le repousser. Et nous, on sait, donc c'est drôle et pas à la fois triste, quoi. Il y a même il l'a en sous-titre ou je sais pas quoi, là, dans une petite bulle, le hard nut, ou pas, là, dans le sens. Ouais. C'est ça. Ouais. Mais effectivement, écoute, à l'époque, c'est légitime de la part d'Anakin. Là. S'il y a des Jedi depuis des milliers d'années, tu te dis, il va en avoir dans 30 ans. C'est ça. Ouais. C'était très drôle. Enfin, encore une fois, Kevin Scott, mais il arrive, génial. Et donc, 30 ans plus tard, donc, c'est la trilogie originale. On se retrouve avec un Luke qui se réveille d'un cauchemar, là, où on vous montrera des images, encore une fois, c'est encore une fois Ricardi. Donc, magnifique. Où il voit Dark Vador qui est censé être mort, je connais post-épisode 6, là, et qui massacre tout le monde, Han, Leia, Chewie, C3PO, mais tout ça n'était qu'un rêve, donc ouf. Mais dans son rêve, Yoda va dire à Luke d'aller sur la planète Ramnir, parce que son père serait peut-être en vie, machin, truc. Donc lui, il y va. Et en fait, tout ça, c'est un piège de Desha, donc la petite jeune Twi'lek qu'on voyait dans le numéro 1, qui est là devenue une Twi'lek adulte, qui a 40-50 ans, du coup, et qui affirme que pour le coup, c'est vrai, déjà, elle a connu son père, et qu'il y a moyen de lui parler, mais voilà, c'est un piège, en fait. C'est un gros piège de Desha, parce que Desha, en fait, elle est sous le contrôle du Nightlander. Donc l'esprit maléfique revient, cette fois il va vouloir pousser des Luke. On apprend aussi que le Nightlander, en fait, il a un nom, en fait, elle a un nom, c'est un esprit féminin en tout cas, du nom de Hitagana, qui est un peu la reine des terres obscures, voilà, donc des Nightlands. Luke il est toujours très gentil, Luke, donc il est ok, donc ok, possédez-moi si ça peut régler le problème. Ouais, mais c'est du Luke très typique, là, ouais. Voilà, très typique. Et heureusement que Leia arrive à sa rescousse, avec Desha aussi qui arrive pour le sauver. Et à tous les trois, ils arrivent à repousser Hitagana et à la renvoyer dans les Nightlands. Donc, tout est bien qui finit bien, ou pas, parce que dans 30 ans, on est dans la postlogie, comme quoi c'est pas mal foutu comme récit. Postlogie, donc du temps pré-épisode 9, parce qu'il y a encore la Leia générale, qui va se pointer sur la planète Aloth, qui est une planète colonie de la planète Rayloth. Et donc, il y a toujours des Twi'lek, des Twi'lek dans cette planète-là. Donc, on a Leia qui arrive avec Rey. Il y a Rey, tu disais Finn, il y a C3PO, je crois. Mm-hmm. Je ne sais plus, il y a Chewie en tout cas. Et voilà, et qui vont aider la planète Aloth. Mais en fait, il y a un piège du Nightlander, encore une fois, de Hitagana, qui veut encore une fois sa revanche. Leia va retrouver Desha, donc Desha qui est une vieille Twi'lek, là, du coup, donc elle a encore plus 30 ans. Et qui est donc le Nightlander qui avait le plan de posséder encore un autre héros. Ici, c'est Finn qui va se faire posséder. Et là, il va vraiment être possédé. Alors qu'avant, elle avait tenté, mais elle avait raté. Et donc là, elle va posséder Finn qui va sortir d'espèces de créatures monstrueuses qui vont attaquer nos héros, qui va démembrer ces 3 PO. Mais voilà, Leia va réussir à tenir tête face à Hitagana. Et comme Anakin dans le numéro 1 et Leia dans le numéro 2, Luke dans le numéro 2, Leia là, dans ce numéro-là va réussir à repousser le Nightlander dans le royaume des morts et fin, quoi. Ça finit un petit peu comme ça. Effectivement, la fin est un petit peu plate. Maintenant que tu le dis, je t'avoue. Ouais, non, c'est ça. Puis s'ajoute à ça les personnages. Après, je sais que c'est très personnel. Je sais aussi que je suis loin d'être le seul. Mais que même si j'ai apprécié la période de la postlogie, il y a plein de romans intéressants, il y a plein de choses intéressantes, on dirait que là, des histoires avec Finn et Rey, mon niveau d'intérêt là, est extrêmement faible. On en a eu récemment avec Poe Dameron, je trouve que c'est un petit peu moins pire, peut-être son petit côté pilote de chasse, hyper actif, tout ça, mais Finn et Rey, là, je dois avouer que mon niveau d'intérêt est sous zéro. Donc, je crains le pire pour le roman qui sort bientôt, justement, sur Rey et Leia. Mais écoute, je vais toujours donner, comme d'habitude, je vais donner la chance aux coureurs. Mais ouais, fait que ça n'a pas aidé à mon appréciation. Par contre, je souligne le concept. C'est vrai que le concept est intéressant. 3 numéros, un sur chaque ère de la saga Skywalker, avec les personnages principaux.
On est sur Rylot, planète que j'adore, avec les Twi'leks, etc. Super Tout le stylé, hein, concept de l'espèce de conjonction, je ne sais plus comment tu l'as traduite, là. Night Null Avec les Conjunction. planètes, la créature, si on peut dire, maléfique. Fait que, tu sais, moi, tout ça, dans un sens, j'ai moins de mal avec ça dans Star Wars que à la blague, tantôt on disait quand que Jabba il ouvre le puits du Rancor, puis au lieu d'être là encore, c'est les bestioles qui avaient des histoires du gars qui est en train de raconter des histoires. Ouais. Là, tout ce récit-là, puis cette créature-là, ben pour moi, c'est pas déconnant par rapport à tout le côté obscur dans Star Wars. Oui, complètement. Pour Complètement. moi, Tout ce qui est ça, occulte, ouais. j'achète. Ouais. Tout le côté occulte de Star Wars qu'on a vu dans plein de récits canons, tout le côté Sith, malédiction, tout ça, c'est génial. C'est exactement ça. Bon, là, Et puis, ça écoute, parle pas de on côté voit, là, obscur. tu montes des planches à l'écran, c'est magnifique. Ouais. Y a Soli, pas trop de Soli, problème. encore une fois. Alors, tu vois, ouais, je te dis des fonds un petit peu vides, mais ces personnages sont tellement stylés. Les Twi'leks, elle les fait, mais C'est à la joli. perfection. Ouais. Ouais, c'est très joli. Très, très beau. Très beau. Puis, écoute, sur le monstre, justement, assez de données, là, je veux dire, Ah écoute, oui, ça oui. aurait pu être une couverture, là, ce que tu montrais à l'écran, là, une pleine page là, de l'espèce de Ah bestiole. ouais, complètement. Complètement. Et puis, Fait que, non, c'est une dessinatrice, ou un dessinateur, une dessinatrice. Soli, c'est une dessinatrice, ouais. Une dessinatrice vraiment très talentueuse. C'est juste que c'est ça. Tu tournes la page, tu tombes sur Vincenzo Riccardi, qui c'est ultra, 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 ultra détaillé. C'est deux styles tellement à l'opposé que Ouais. je trouve qu'il y a un petit clash quand même. Mais C'est ça, c'est au ça. moins, comme je disais, c'est pas la suite de l'histoire, dans le sens que c'est dans le passé, dans le présent, etc. Donc, on a connu bien, bien pire. Là. On en a eu des BD là, où est-ce que tu tournes la page, c'est la même histoire. Là. Ça continue, puis là, oups, ça a changé de style, ça a changé de dessinateur. Ouais, c'est ça. Non. Là, je voulais te Sinon, montrer du Riccardi. moi, je dirais que c'est le deuxième que j'ai préféré, personnellement, celui avec Luke puis Leia, entre les trois. Ouais, ouais. Bah écoute, j'ai encore un bug comme la dernière fois. Écoute, au bout d'un moment, ils veulent plus que je représente. Donc malheureusement, Ah on ouais? verra pas le Riccardi. Putain, c'est vraiment bizarre. C'est dommage parce que c'était magnifique. Hmm. Je réessaye là. C'est vraiment bizarre. Tac, tac, tac. Partager l'écran. Ben, tu l'as montré de toute façon tantôt sur l'autre numéro. Là. Ouais, c'est dommage, dommage. Parce que pareil, pour alors je comprends ce que tu veux dire pour Finn et Rey sur la fin. Après, Rey, voilà, pas vraiment de rôle à jouer, c'est plus Leia et les retrouvailles avec la fameuse Desha. Et justement, j'ai bien aimé Ah ouais. tout ce fil rouge avec Desha que tu vois dans les 3 histoires. Donc, c'est le fameux Ouais. personnage fil rouge. Ouais. C'est top. J'ai beaucoup aimé le fait que ce soit Eloth, qui est une planète qu'on a vue. C'est la planète de Lournadi, Cavan Scott, tout ça. Qu'on a vu dans le Tempest Breaker et Runner, donc c'est la planète d'origine de Lournadi. C'est une colonie de Rylot. Voilà, colonie de Rylot, donc beaucoup de Twi'lek, et dont Lournadi voulait... alors, spoiler sur l'audiodrama, bon, il est sorti depuis un moment. Lournadi aurait dû hériter de sa famille sur cette planète-là, et au final, sa famille s'est fait trahir. C'était une princesse. C'était une princesse de Aeloth. Ouais. Et le dessin sur le dernier, le numéro 3 de Nightlander aussi est très spécial, mais encore une fois, c'est un style très différent. C'est Robert Hack, voilà. Et pareil, c'est une espèce de dessin vieillot, mais comme si c'était fait sur des cartes postales un petit peu vintage. Enfin, je sais pas, c'est très très spécial. Mais c'est un style vraiment que j'aime bien aussi, que j'aimerais pas trop voir là dans un one shot, une petite histoire à l'intérieur, quelques pages, il n'y a pas de souci. Dans un numéro complet, peut-être pas. C'est pas du Riccardi par exemple, ou même du Soli que j'apprends à aimer, que j'ai adoré. Donc vraiment très très cool. Et si tu me permets, je sais qu'on est vraiment overtime là. Il y a une petite trivia concernant le Nightlander, parce que j'adore ce genre d'anecdote, et on est là pour ça aussi sur Star Wars en direct, pour découvrir des trucs. Et donc, le concept du Nightlander, il a été repris par Cavan Scott, en fait, parce que c'est un concept de Ian McCaig. Et Ian McCaig, on n'arrête pas d'en parler en ce moment. On en avait parlé sur Jedi Knight, tome 2, notamment le personnage de Mace Windu, qui ne devait pas être Samuel L. Jackson, mais une autre personnage qui a été repris dans le canon. Là, c'était qui ? C'était par Guggenheim, du coup. Et donc là, le design du Nightlander, comme Vanessa Arpo de la Nouvelle de la Haute République, ou comme l'archiviste de Kira dans le comics Crimson Reign, c'est un concept art de Dark Maul pour l'épisode 1. Parce qu'on rappelle, Ian McCaig, c'est un concept artiste, un storyboarder, un artiste, quoi, en gros, qui a travaillé sur l'épisode 1, 2, 3 et 7, et qui a fait plein de concept art, notamment pour Padmé Amidala, Sio Bible et surtout Dark Maul, avec plein de designs, mais très différents. Et du coup, ça, c'est censé être
un design préliminaire, hein, voilà, quand c'était au stade d'ébauche de Dark Maul. Et ce qui est très très cool, c'est que son artwork original était disponible dans une variante cover de Nightlands tome numéro 1 que je te montre là. Donc ça, c'est le concept art par Ian McCaig de l'époque pré-épisode 1, quoi. Donc super cool. Donc là, Kevin Scott change totalement les origines parce qu'en fait, Ian McCaig avait aussi écrit une petite histoire sur le background de ce personnage-là et qui a rien à voir avec ce que Kevin Scott en fait évidemment. Mais je trouve ça trop cool à chaque fois que rien n'est perdu dans du Star Wars, même des vieux concept art comme ça, le canon récupère et c'est plutôt bien. Pour là en faire un boogeyman, c'est vraiment un boogeyman à la film d'horreur qui revient tout le temps, tu vois. J'ai adoré le concept du Nightland, c'est très spécial, ça plaira pas à tout le monde, mais bon. Écoute, je crois que c'est vraiment la version de Darth Maul, si on peut dire, la plus psychédélique. Imagine, refais la menace fantôme, mais avec ça, comme version de Darth Maul. C'est spécial. Mais écoute, chapeau. Moi, j'adore effectivement quand ils ressortent des bons concepts comme ça, mais que, je veux dire, tu fais un film, tu peux pas tout garder toutes les bonnes idées là, comme dans un roman ou peu importe. C'est des idées qu'ils jettent aussi peut-être comme ça. Ils disent dessinez-moi ce genre de personnage, et puis ils ont des idées, et puis ils embrassent. Moi, je trouve ça original aussi, dans le sens où on le sait, là, des fois, des histoires un peu répétitives ou du déjà vu. C'est pas tant du déjà vu. Là. Je dirais, là, dans cet album-là, vous allez du très original. Ouais. C'est très cool. Allez, on finit vite fait sur les covers. Il y en a quelques-unes. Ça va aller très vite parce que. Pardon? Ouais, c'est ça, les couvertures, on les a montrées beaucoup, là, mais on va le rappeler. C'est tout dans les. Non, c'est pas tous des dessinateurs de l'intérieur. Hein, non, là, c'est du Nick Brokenshire qui monte pour le Rancor Pit. Non, c'est du Kelly Jones. Qu'est-ce que je dis? Kelly Jones, c'est lui qui a fait la cover des Vader's Castle. Voilà, ça ressemble beaucoup à Vader's Castle. Ah, tu vois, non, c'est pas du tout Brokenshire. Mais, voilà. Il y a Michael Madsen, je vais dire Michael Madsen. Feu Michael Madsen. Michel Madsen qui est coloriste de ce cover-là, Rancor Pit. Voilà. Qu'est-ce que quoi? Ah, joli. Et Michael Madsen, c'est vraiment une trivia à la con. C'est la coloriste et c'est celle qui faisait la couleur aussi du fameux numéro perdu de la Haute République qui n'a jamais été publié. Tu sais, le FCBD 2023 que tu mentionnais, Aurélien. Oui, quand on a mentionné ça à Aurélien, qui étudie où est-ce qu'ils vont pouvoir mettre cet oubli-là. C'est ça. Donc, elle travaille déjà là-dessus. Sur Death Star, c'est Ingo Romling, on l'a dit, donc celui qui dessine l'histoire de Tarkin. Donc, très, très cool. J'adore la compo de cette couverture parce qu'il y a toutes les histoires, là. T'as pas les zombies. T'as Dark Vador, c'est l'histoire zombie. La Shadow Squadron, t'as la Dianoga, t'as tout, quoi. C'est génial. Et donc on a une couverture par numéro pour Nightlands, donc Francesco Francavilla, qui est une légende dans le comics, Francavilla. Donc écoute, ça met l'ambiance tout de suite. Ah ouais. Et puis sur la numéro 2... Je comprendrais que les gens n'aiment pas parce que c'est un style particulier là, quand même. Ouais. Mais moi j'aime bien. Ouais. C'est ça. Et donc il n'y a pas eu de variante, sauf peut-être il y a une petite variante dans le Rancor Pit, mais genre en fin de numéro. Il y avait celle-là que tu as sélectionnée d'ailleurs en noir et blanc. Alors ça, c'est celle qui est sortie, oui, pour la Death Star, ouais. Ah pardon, non, excuse-moi. Parce qu'en fait, la Rancor Pit variante, elle était disponible aussi en noir et blanc. Ça, j'ai cru que c'était celle-là. Bref, c'est pas grave. En tout cas, c'est très joli. Hein. C'est très sympa ce qu'ils proposent tous. Donc, on est ravis. Voilà. Allez, on termine ça avec une petite note vite fait, Francis. Ouais, écoute, moi, ça va être dans le haut de la pyramide. J'ai bien apprécié, comme je disais tout à l'heure. Je vous incite fortement à l'acheter et à lire tout ça. Et prenez le temps de l'apprécier avec vos yeux aussi, pas juste avec votre tête. Donc, je vais lui donner un 17 sur 20, très bien mérité. Ouais, pareil, écoute, moi, je vais jusqu'au 18 parce que, encore une fois, j'ai adoré. J'ai absolument rien détesté dans ce tome-là. Petit clin d'œil, là, j'ai juste oublié de dire que la Itanaga, donc le nom de la Nightlanders, a été mentionné par Lournadi dans le dernier tome, La peur des Jedi, donc le dernier tome du comics de Kevin Scott. Et Lournadi mentionne ça. C'est rigolo parce que c'est une Twi'lek, donc elle doit connaître les légendes Twi'lek, dont ça, quoi. Et même si... non, elle doit connaître l'entité, même si elle n'est pas réapparue encore, vu qu'on est à l'époque de la République, là, j'y pense. Mais c'est ça. Tout ce que je voulais dire. Dans 18 sur 20, franchement, acheter ça pour les petits gamins, pour Halloween, franchement, c'est parfait. C'est fait pour ça. Mais c'est juste parfait, quoi. Exact. Par contre, on ne sait pas si cette année en VO, ils ressortent donc ce tome-là, donc que vous aurez en français plus tôt,
mais il n'y a rien d'annoncé sur un éventuel 4e Tales from par Cavan Scott, donc je sais pas. S'ils font même pas cette année, c'est dommage. C'est une possibilité, hein, parce qu'on ne l'a pas mentionné, mais il y a eu des années qu'il n'y en avait pas, là, même chez C'est vrai. IDW, il me semble. Effectivement. Mais je crois qu'il reste beaucoup d'annonces à arriver aussi là, pour l'automne. Côté Marvel, on n'a pas grand-chose. Là, donc, puis côté Dark Horse, ben, plusieurs des séries vont être terminées. Donc, c'est ça. Je m'attends quand même à des annonces dans les prochaines semaines. Ouais. Croise les doigts, on espère que tu as raison. Francis, en attendant, nous, sur Surfers en direct, on ne chôme pas. Nous, on a toujours des sorties de prévues. Et qu'est-ce qu'on a de prévu dans les prochaines semaines? Côté littérature, là, ouais. Disons qu'en termes de chronologie, ça va sûrement être la conférence du Comic-Con de Montréal, justement, dont on parlait tout à l'heure. Donc, on va être la même équipe que l'année dernière. Donc, moi-même, ma fille Tamara, Juliane et Sébastien. Ah, cool. Ensuite, côté littérature, on a le comics Les Vagues de Terreur, qui était du côté de chez Dark Horse en anglais, que j'ai bien hâte d'avoir ton avis, hein, parce que, bon, un personnage que j'adore, personnellement, voilà. 2 personnages que j'adore, en fait, comme personnages principaux. Donc, bon. Et on revient de l'horreur, là, sous-marine, puisque... Oui, exact. Spooky sous-marine, donc c'est sympa. Exact. Et il y en a un autre qui sort en même temps, puis j'arrive plus, je pourrais aller... Ouais, c'est le 2e tome de Vader, la Legacy of Vader. Ouais, qu'on avait donné des très bonnes notes au premier, qu'on avait même Lucille Gallio qui nous avait tagué, là, je crois que c'était sur X, le réseau social, qu'on l'avait incité à l'acheter. Donc, on espère qu'elle l'a apprécié autant que nous. Mais là, ça va être le numéro 2. Donc, on va voir si ça se maintient ou ça s'écroule. Et notre collaboratrice Aude aussi, on lui a fait acheter le tome. Donc, tu vois, c'est comme qu'on a influencé quelques... Ouais, fan de Kylo Ren. Kylo, voilà, tous les fans de Kylo. Et voilà, sinon, vous pouvez nous retrouver aussi sur tous les réseaux sociaux et plateformes d'écoute, donc, et sur YouTube, et sur Discord, et sur Redbubble, si vous souhaitez nous aider financièrement en vous procurant de magnifiques goodies habillés par les superbes designs de notre leader suprême, Dany, qu'on adore. Et sur ce, un grand merci à tous de nous avoir écoutés jusque-là. Merci à toi, Francis, de m'avoir accompagné sur cette émission qui me tenait à cœur, vraiment. J'ai tellement adoré ce comics, quoi. Donc, merci de m'avoir supporté plus d'1 heure. Merci aussi pour ton montage, parce qu'on ne rappelle pas, mais assez en tout cas, mais c'est toi qui fais les montages, notamment des émissions de littérature. Donc merci à toi pour ton temps et ton effort. Et là, je voulais remercier tout le monde. Là. Je voulais remercier aussi JF et GA, donc Juliane, qui GA, ça sonne pas bien. Non, ça fait pas bien, ouais. Mais, donc c'est Juliane, c'est eux, JF et Juliane, qui publient tous les épisodes sur les réseaux, donc merci à eux. Et merci à Elser aussi, pour tout l'habillage graphique, on le remercie pas assez, mais c'est lui qui fait tout ce qui est miniature et puis illustration et tout ça. Donc merci à lui. Et, merci à Dany et à Seb d'avoir inventé, créé Star Wars. T'es comme aux Oscars, hein? Merci à Georges pour toute son merci à mes parents qui se sont... Oh, tiens, je suis vraiment désolé, mais vraiment, je pense à Georges, je pense là, en fait, il y a son ex-femme qui s'appelle Marcia Lucas, qui est décédée là récemment, qui est décédée fin mai. Juste un petit mot, voilà, pour la remercier elle aussi. Marcia Lucas, qui était monteuse sur notamment Star Wars épisode 4, tout premier, et l'épisode 6. Et si on a le Star Wars qu'on connaît et qu'on adore, c'est en partie grâce à elle aussi. Ouais. Elle a eu un Oscar pour son travail, attention, on rappelle. Donc merci à Marcia Lucas, rest in peace, et puis on va finir sur ça. Voilà, il ne nous reste plus qu'à souhaiter un joyeux Halloween un peu en avance quand même. On aurait pu attendre un petit peu pour faire ce tome, mais on ne pouvait pas attendre, il fallait qu'on vous en parle. Et surtout que la force soit avec vous.